Hors champ, bonsoir à toutes et à tous. Hors champ, cinquième et dernière émission de cette semaine entièrement consacrée à Pierre Bourdieu, décrypteur du réel. C'est ainsi que nous avons intitulé cette semaine. Vous avez pu entendre Roger Chartier lundi, Luc Boltanski mardi, Didier Ribon mercredi, Nathalie Hennick hier. Et aujourd'hui, ce soir, nous terminons avec Bernard Lahire. Bernard Lahire, on vous connaît, vous êtes l'auteur de très nombreux textes, vous êtes un sociologue connu et reconnu, vous avez écrit notamment Le travail sociologique de Pierre Bourdieu, mais aussi de très nombreux ouvrages, Culture écrite et inégalité scolaire, La raison des plus faibles, L'invention de l'illettrisme, À quoi sert la sociologie, La culture des individus, qui nous a tous beaucoup marqués, par l'audace et l'innovation de votre territoire sociologique, un Franz Kafka, élément pour une théorie de la création littéraire, qui allait peut-être aussi sur les pas de Pierre Bourdieu quand il travaillait sur Gustave Flaubert. Et avec vous, nous allons essayer d'esquisser un bilan des théories, des inventions, des concepts et de la figure de Pierre Bourdieu, qui est mort il y a maintenant 10 ans. Alors d'abord, nous allons commencer par parler de vous, si vous voulez bien. Je crois savoir, car vous l'écrivez dans votre ouvrage collectif Le travail sociologique de Pierre Bourdieu, que vous avez tenté de passer votre thèse avec Bourdieu et que finalement, il ne l'a pas voulu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, je n'ai pas tenté de passer ma thèse avec lui. J'ai tenté de l'avoir dans mon jury de thèse, ce qui est un peu différent. Non, j'étais en thèse avec un élève de Pierre Bourdieu, on pourrait dire, ou quelqu'un qui a été assez proche de lui. Vous êtes le plus jeune des bourdieusiens. Je pense que le terme de bourdieusien ne me convient pas vraiment. D'ailleurs, scientifiquement, on ne devrait jamais s'appeler comme ça, hein. Ni marxiste, ni bourdieusien, ni quoi que ce soit. On a un esprit scientifique et effectivement, on mobilise des traditions plus ou moins proches de Pierre Bourdieu ou de tel autre auteur. J'ai fait une thèse sur l'échec scolaire à l'école primaire qui posait des questions autour de l'appropriation de la culture écrite à l'école primaire. Il se trouvait que... Donc vous étiez déjà complètement immergé dans le champ sociologique des recherches de Bourdieu. Oui. La reproduction, les héritiers, c'était évidemment des ouvrages qui étaient fondamentaux. Et en même temps, c'était un travail qui s'appuyait beaucoup sur un auteur que Bourdieu avait fait traduire au sens commun, qui était Jack Goody, un grand anthropologue de l'écrit, et qui avait montré qu'on ne pense pas de la même façon quand on est dans une culture écrite ou quand on est dans une culture orale, et qu'une des grandes différences entre des sociétés traditionnelles à culture orale, tradition orale, et des sociétés qui ont non seulement inventé l'écrit, mais développé l'écrit, c'est qu'on n'y pense pas de la même façon, on va inventer la science, etc. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir que finalement, on avait assez négligé la part écrite de l'école. Et donc, j'essayais de reposer la question de l'inégalité sociale d'accès au savoir scolaire en insistant sur le caractère écrit du savoir scolaire, de qu'est-ce que ça veut dire de faire de la grammaire, qu'est-ce que ça veut dire d'insister sur l'orthographe, qu'est-ce que ça veut dire de savoir rédiger un texte. C'était des questions qui me paraissaient centrales, qui étaient compatibles avec les questions que posait Bourdieu. Vous vous revendiquiez de ces théories à l'époque, quand vous étiez étudiant. Je crois que c'est l'auteur que je citais le plus, mais par exemple, je n'ai pas à aucun moment utilisé le concept d'habitus dans ma thèse, parce que je ne pensais pas que c'était très utile d'employer ce terme-là. Ce qui m'intéressait, c'était une disposition très particulière, le terme de disposition évidemment dans le vocabulaire de Bourdieu, mais une disposition à l'égard du langage. L'école développe un rapport réflexif au langage. La grammaire, c'est s'interroger sur le langage. C'est du méta. C'est se dire, plutôt qu'utiliser les mots de la langue, c'est se poser des questions sur les mots de la langue. C'est les manipuler consciemment, etc. Et ça m'intéressait. Et Bourdieu avait parlé de cette maîtrise réflexive qui se développait à l'école. Et je pensais qu'on pouvait mieux arriver à comprendre les malentendus scolaires entre les enfants de milieu populaire et l'école si on insistait sur le rapport différencié au langage. Un rapport beaucoup plus pratique et pragmatique dans les milieux populaires, et un rapport très réflexif à l'intérieur de l'école. Et c'est ça qui
constituait le problème pour beaucoup d'enfants. Voilà, donc Bourdieu m'aidait beaucoup, mais d'autres auteurs comme Goudy ou Basil Bernstein, que Bourdieu aussi avait fait traduire dans la même collection Le Sens commun. Nous allons écouter la voix de Pierre Bourdieu. C'est une archive des À voix nue des entretiens avec Roger Chartier du 2 février 1988. Pourquoi la sociologie de la culture se heurte-t-elle à des résistances ? Je crois que la culture dans nos sociétés est un des lieux du sacré. C'est-à-dire que la religion culturelle est devenue, pour certaines catégories sociales, dont les intellectuels, le lieu des convictions les plus profondes, des engagements les plus profonds. C'est-à-dire que, par exemple, la honte de la gaffe culturelle, etc., est devenue l'équivalent du péché. Enfin, bon, je pense que l'analogie avec la religion peut être poussée très loin. Et du coup, alors qu'aujourd'hui, une analyse de sociologie religieuse, comme celle que j'ai écrite sur les évêques, ne touche personne, peut-être même pas les évêques, puisque dans la mesure où, par exemple, j'ai eu d'éminents évêques pour élèves, qui auraient pu ou dû écrire ce que j'ai écrit sur les évêques. La sociologie mène décidément à beaucoup de positions. Oui, alors. mais la sociologie de la culture se heurte à des résistances absolument fantastiques. Et le travail d'objectivation qui est fait sur la religion, tout le monde sait aujourd'hui, personne ne peut contester qu'il y a une certaine corrélation entre la religion qu'on a acquise dans sa famille et la religion que l'on professe. Qu'on ne peut pas nier qu'il y a une transmission de père en fils des convictions religieuses, que quand cette transmission disparaît, la religion disparaît. Ce sont des choses que tout le monde accorde. Bon, mais quand on le dit sur la culture, on enlève à l'homme cultivé un des fondements du charme de la culture, à savoir l'illusion de l'innéité, de l'illusion charismatique. C'est-à-dire j'ai acquis ça par moi-même, par la naissance, c'est comme une espèce de miracle. Bon, voilà. Alors toutes ces choses-là expliquent la violence des résistances. Nous venons d'entendre la voix de Pierre Bourdieu, qui parlait à propos de son livre La Distinction. On peut dire que votre thèse, Bernard Lahire, n'a été permise que par ce territoire de la sociologie qu'a ouvert Pierre Bourdieu, car auparavant, la sociologie ne s'aventurait pas dans ces terrains-là. Il a déminé des champs, oui. Il a ouvert des territoires et en même temps, il a inventé des concepts. Vous allez publier dans moins de 2 mois un livre qui va s'intituler « Monde pluriel » où vous allez critiquer un de ces concepts principiels, celui d'habitus. Et dans votre livre, qui est consacré donc à l'œuvre de Pierre Bourdieu avec sa partie dette et sa partie critique, vous dites que les concepts de champ, d'habitus, de capital et de domination, finalement, sont des concepts qui ne seraient peut-être plus opératoires aujourd'hui en 2012. Alors, je ne crois pas avoir écrit ça, tout à fait. Je pense au contraire que si je suis d'accord avec la théorie de l'habitus, des champs, etc., je pourrais dire que, pour l'essentiel, je suis d'accord. Que le problème, il commence après, une fois qu'on a admis que ce que Bourdieu pointait, c'était des choses tout à fait réelles et importantes dans le monde social, il y a des distinctions à opérer qu'il n'a pas opérées. Mais d'une certaine façon... Alors, expliquez-nous. C'est-à-dire qu'on appartient à sa classe sociale. Oui. Il est impossible d'en sortir, que les mécanismes à l'intérieur de la domination continuent à se perpétuer. Je pense que, par exemple, si on prend le concept de domination, c'est un concept tout à fait technique. Au fond, je pense que Bourdieu a contribué à faire de ce mot, qui permet de décrire des réalités, quelque chose de tout à fait banal. Aujourd'hui, j'ajoute qu'il a été un des premiers penseurs et intellectuels français à écrire un livre sur la domination masculine. Oui. En tout cas, voilà, il a banalisé cet outil-là. Ça me semble extrêmement important. Enfin, c'est pas le seul sociologue. Je pense Norbert Elias évoque aussi des questions de domination en permanence. D'autres grands penseurs, Foucault, ont pensé la domination, le pouvoir, l'inégalité de force des acteurs sociaux. Comment se distingue-t-il alors justement à l'intérieur de ces grandes figures intellectuelles ? Sur la question de la domination, il me semble que l'apport principal de Pierre Bourdieu, c'est effectivement la théorie des champs. C'est-à-dire que la théorie des champs, son intérêt, c'est aussi ses limites. C'est le concept qui permet de penser certains petits microcosmes dans les classes dominantes.
C'est pas un outil universel, ça permet pas de penser des classes moyennes, ça permet pas de penser les classes populaires, ça permet pas de penser les rapports de domination interclasses. Ça permet de penser quoi alors? Ça permet de penser les rapports de domination à l'intérieur même des espaces où on lutte pour avoir du pouvoir. Bon, qu'est-ce que c'est que le champ? Donc on cloisonne. Chez Bourdieu, on cloisonne les catégories sociales, on cloisonne les appartenances politiques, les appartenances à des classes d'âge. Non, Bourdieu constate que le monde social s'est différencié progressivement. C'est un vieux thème de la sociologie. Depuis Durkheim, on pense la division du travail. Simmel, pareil. Marx pense la division du travail. Que disent tous ces auteurs? Le monde social ne cesse de se différencier en de plus petits microcosmes. Bon, Bourdieu prend acte de ça, tout simplement. Et il dit, même le pouvoir, il parle des champs du pouvoir, ces champs du pouvoir se différencient. À une époque, la sociologie n'était pas distinguable de la philosophie. Aujourd'hui, vous avez un champ où les gens luttent pour être les meilleurs sociologues, à côté d'un univers où les philosophes se battent pour être les meilleurs philosophes. On a comme ça une différenciation qui fait qu'on a un univers journalistique, un univers politique, un univers religieux, un univers juridique, etc., où les gens luttent pour des choses spécifiques. C'est ça qui est intéressant. C'est de voir que les gens ne s'intéressent pas trop à ce qui se passe dans les univers à côté. Dans un premier temps, ils cherchent à dominer à l'intérieur de l'espace. Mais les gens, et c'est peut-être une des critiques que vous lui opposez, Bernard Lahire, c'est faire fi et c'est effacer la notion d'individu à l'intérieur de ces champs. Alors, ce sont des gens, ce ne sont pas des individus rassemblés. Non, mais là-dessus, c'est pas tellement sur ce point-là que moi que je me distingue du travail de Bourdieu. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que on peut arriver à rentrer dans des singularités individuelles en restant sociologue. Ça, c'est très important parce que sinon, des collègues peuvent dire vous faites de la psychologie ou de la psychologie sociale ou je ne sais quoi. Non, en restant sociologue, on peut rentrer dans des singularités individuelles, comme le font les historiens qui font de la biographie depuis très longtemps sans qu'on leur reproche d'être psychologues. Les sociologues peuvent rentrer dans des détails, dans des parcours individuels. Je pense que la théorie de l'habitus de Bourdieu rendait possible ça, mais qu'au fond, il fallait affiner l'outil pour arriver à comprendre ce que c'est que cette fabrication des individus. Et de voir que quand on veut rentrer dans l'analyse de singularité individuelle, on est obligé de complexifier beaucoup cette notion d'habitus pour comprendre que nous sommes faits d'un ensemble très complexe de processus de socialisation. Nous avons été à la fois sous l'influence de notre mère, de notre père, de nos frères et sœurs, etc. On ne peut pas considérer que le père et la mère soient totalement équivalents. Non seulement la psychanalyse ne serait pas d'accord, mais même les sociologues qui rentrent un peu dans le détail de ce que c'est qu'une famille montrent qu'un père et une mère, c'est pas tout à fait la même chose. Ils n'ont pas les mêmes propriétés sociales, ils n'agissent pas de la même façon, etc. Et qu'en plus, de manière de plus en plus précoce, les individus sont socialisés à l'extérieur de leur famille. Par l'école maternelle, par les différents modes de garde qui existent, avec le travail des femmes. Il y a eu le problème de qui s'occupe des enfants, et on les a distribués dans différents espaces qui sont parfois hétérogènes par rapport à ce qui se passe dans la famille. Donc ce que vous reprochez à Bourdieu, c'est d'avoir un peu massifier toutes ces recherches. Moi, je pense et que de c'était ne pas avoir introduit la notion de complexité chère à Edgar Morin, par exemple. Alors, là, à chaque fois, je suis obligé de rectifier parce qu'Edgar Morin, c'est vraiment pas ma tasse de thé. C'est pas tellement l'idée de complexité pour la complexité. Non, la question, c'est une sorte de respect de l'échelle d'observation au niveau individuel. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de faire de la sociologie d'individus singuliers ? D'une certaine façon, Bourdieu y a été conduit. Si on veut faire une sociologie non pas des auteurs du XIXe siècle, mais de Gustave Flaubert, on est obligé de rentrer dans une singularité. Ce que dit Bourdieu, c'est « je vais définir Flaubert par sa position dans un champ, le champ littéraire ». J'ai essayé de faire quelque chose d'assez parallèle avec Kafka, et ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas comprendre ce qu'ils écrivent, pas plus Flaubert que Kafka, si on ne sort pas du champ. C'est-à-dire que c'est pas juste une position dans le champ qui va déterminer les raisons du style et des thèmes de tel auteur, ça va être
tout un parcours, une expérience familiale, une expérience scolaire, une expérience professionnelle, etc., qui va se rejouer à l'intérieur d'un espace effectivement spécifique, et là Bourdieu a raison, qui est le jeu littéraire. Si Kafka ou Flaubert avaient eu à peindre, ils auraient fait autre chose. Ils auraient été obligés de produire quelque chose, de traduire leurs expériences personnelles sous des formes picturales plutôt que littéraires. Et à chaque fois, le sociologue est obligé de se demander mais comment toutes ces expériences se réfractent à l'intérieur de cet espace littéraire avec ses contraintes propres, etc. Nous allons entendre la voix de Pierre Bourdieu qui va expliquer pourquoi Flaubert est à ses yeux le plus sociologue des romanciers. C'est une archive du 5 janvier 1988, un entretien avec Roger Chartier. Pour moi, l'inventeur de la sociologie, enfin le plus sociologue des romanciers, c'est Flaubert, ce qui surprend souvent, puisque c'est en même temps l'inventeur du roman formel, etc. Et il y a eu, à mon avis à tort, un effort en particulier des romanciers du nouveau roman et de leur critique, pour, à partir de la fameuse phrase « le livre sur rien », etc., pour constituer Flaubert comme inventeur du roman pur, du roman formel, sans objet, etc. En réalité, Flaubert est le plus réaliste sociologiquement de tous les romanciers, en particulier dans l'éducation sentimentale, et en particulier parce qu'il est formel. Je pense que le travail de recherche formelle dans le cas de Flaubert a été l'occasion d'une sorte d'anamnèse sociale, j'emploie le mot délibérément de la psychanalyse, de retour du refoulé social, et Flaubert a, à la faveur d'une recherche purement formelle, d'un roman pur, d'un roman qui ne soit pas simplement le raconter une histoire. Il a fait un travail qui d'ailleurs lui coûtait 1000 morts. Il faut lire la correspondance. Un travail qui consistait à expectorer, j'allais dire, sa propre expérience du monde social et à faire une objectivation de la classe dominante finalement de son temps, qui rivalise avec les plus belles analyses historiques. Nous venons d'entendre la voix de Pierre Bourdieu qui parle de Gustave Flaubert. Il parle de ce livre qui a marqué l'itinéraire de Pierre Bourdieu qui s'intitule « Les règles de l'art ». Et au fond, si je vous comprends bien, Bernard Lahire, après avoir lu cet ouvrage qui s'intitule « Le travail sociologique de Pierre Bourdieu », sous-titré « Dette et critique », vous êtes en train de nous expliquer que Pierre Bourdieu, plus il avance, plus il découvre des champs sociologiques nouveaux et plus il s'aperçoit qu'effectivement, il faut aller vers une individuation, une individualité pour pouvoir comprendre peut-être l'universel. Fatalement, en s'attaquant à des questions d'art, de production artistique, ou de biens culturels, on est obligé de rentrer dans des singularités. Et ça, c'est sans doute un défi pour les sociologues. Pendant très longtemps, les sociologues ont pensé qu'ils étaient incapables de faire ça. Notre niveau de réflexion, c'était le groupe. J'ai un collègue qui a travaillé sur les surréalistes et sur leur stratégie collective. Mais qui n'a pas travaillé, par exemple, sur le contenu de la production des surréalistes. Et dès lors qu'on a commencé à se dire, mais est-ce que la sociologie ne pourrait pas répondre à la question, mais pourquoi ils écrivent ce qu'ils écrivent et pourquoi ils l'écrivent comme ils l'écrivent, avec le style qui est le leur, avec la manière qui est la leur. Alors, forcément, on est obligé de rentrer dans des questions de fabrication complexe des individus qui sont producteurs. Si on prend par exemple le cas de Kafka, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a dans la réalité un Kafka qui est très proche de son ami qui a été celui qui va porter son œuvre de façon posthume, c'est Max Brod. On a Max Brod et Franz Kafka, si on regarde d'un point de vue sociologique un peu général, deux personnes qui sont alors des cousins sociaux parfaits. Ils ont à peu près les mêmes pères, ils sont juifs assimilés pareil, les parents ont réussi par la voie économique, les deux sont en rupture avec leur milieu, les deux veulent être écrivains, les deux ont mis les pieds dans une école allemande, puis au lycée, au gymnasium, à Prague. Ils ont fréquenté les mêmes cercles littéraires, ils ont fait la même fac de droit. C'est incroyable, cette proximité. Et en même temps, si vous lisez des textes de Max Brod et des textes de Kafka, ça n'a rien à voir. Donc là, soit on dit « je suis sociologue, c'est la limite de mon savoir, je ne peux plus »,
Soit on se dit, alors en tant que sociologue, je peux continuer le travail, mais alors il faut que je m'y prenne autrement. Il faut que je me demande pas simplement les grandes propriétés sociales de ces gens-là, comme je viens de le faire, avec les professions des parents, le fait qu'ils soient des juifs assimilés, qu'ils aient fréquenté les mêmes institutions, etc. C'est qu'est-ce qu'ils y ont fait dans ces institutions? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur famille? Alors là, on touche à des choses qui étaient jusque-là propres aux psychanalystes, par exemple. C'est son problème de départ. Vous avez entendu tout à l'heure l'archive de Bourdieu où il employait des mots qui appartiennent à la psychanalyse en toute confiance. Enfin, c'est pas une discipline qu'il récusait. Mais vous savez, dans les méditations pascaliennes, Bourdieu passe son temps à faire des appels au lien entre psychanalyse et sociologie. Bon, il va dire, il n'y a aucune raison de ne pas conjuguer nos efforts, psychanalystes et sociologues, parce qu'au fond, quand on dit qu'il y a de la transmission du capital culturel, par exemple, la psychanalyse oublie que papa et maman, c'est pas juste papa et maman des positions ou des rôles un peu abstraits, c'est papa qui est chirurgien ou dentiste ou petit employé des postes ou je ne sais quoi, et maman qui est ci ou ça, avec tel niveau scolaire, avec telle propriété très très particulière. Et il dit inversement, les sociologues font comme si papa-maman, c'était juste des professions, quoi, des propriétés sociales, alors que c'est des relations avec un enfant. Et je pense que là, si on veut poursuivre Bourdieu, c'est sur ces terrains-là, c'est formidable. Si on veut saisir des déterminismes sociaux extrêmement fins, il faut rentrer dans la fabrication tout à fait ordinaire, quotidienne, dans la vie familiale, dans la vie scolaire, etc., des individus. Donc on le voit bien, Bourdieu a ouvert de nombreux chemins qui continuent à être suivis aujourd'hui, à être renouvelés même, à être des terrains et des recherches qui s'amplifient, qui se complexifient. Alors au niveau des critiques, quelles sont les critiques qu'on peut lui adresser aujourd'hui, 10 ans après sa disparition? Beaucoup. Alors là, si vous voulez, il n'y a qu'en France où parfois il y a certaines crispations autour de l'œuvre de Bourdieu, etc., avec des pro-Bourdieu et des anti-Bourdieu. Dans la plupart des pays que je fréquente, je reviens du Brésil. Au Brésil, on discute Bourdieu en permanence. C'est ça un vrai penseur, c'est quelqu'un qu'on discute. Absolument, absolument. Et l'orthodoxie, c'est ce qu'il y a de pire pour un auteur. Je pense que vraiment, c'est pas un service à rendre à Pierre Bourdieu que de répéter en permanence ce qu'il a déjà écrit. Malheureusement, des gens font ça, mais c'est pas très grave. Les choses continuent et les gens s'approprient Bourdieu. Et je pense que, aussi bien en philosophie, en histoire, en sociologie, en anthropologie, des gens partout dans le monde s'approprient Bourdieu. Ce que j'ai essayé d'ailleurs d'écrire dans Dette et critique à l'époque, qui a été parfois perçu comme quelque chose de radicalement critique, alors que je dis que ce serait un suicide collectif. Si les gens arrêtaient de lire Bourdieu... Vous l'écrivez, oui. Si on veut démythifier, Bourdieu, c'est pas Bourdieu, c'est Durkheim, c'est Marx, c'est Weber, c'est Merleau-Ponty, vous dites? Absolument, oui. Toute l'analyse du sens pratique, c'est parce que Bourdieu a lu Husserl, parce qu'il a lu Merleau-Ponty, parce qu'il a débattu avec Sartre, etc. Avec tous ces auteurs-là, toute la philosophie est rentrée dans la sociologie de Bourdieu. Donc, la question aujourd'hui, c'est pas de savoir si on est bourdieusien ou pas, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait de toute cette synthèse qu'il a réussi à faire, parfois en allant très vite sur certains points, parce qu'il ne pouvait pas théoriser tout, c'est impossible. C'est un auteur qui a jonglé d'un terrain à l'autre, qui a bondi d'un terrain à l'autre. Il l'explique dans son esquisse pour une auto-analyse. Il dit, d'une certaine façon, c'était une manière de refaire ce que Sartre avait fait comme intellectuel total. Je me suis baladé d'un terrain à l'autre, j'ai voulu couvrir à peu près tous les champs. C'est assez rare de trouver des gens qui, dans la même vie académique, ont travaillé sur la haute couture, le sport, la photographie, le chant religieux, etc., etc. Donc, je pense que les limites, on les voit quand on sent qu'il veut généraliser les acquis de certains travaux empiriques, mais il les généralise un peu trop rapidement pour d'autres univers. Et on découvre, si on est attentif, évidemment, à chaque fois qu'on fait une enquête, on découvre les limites, les lacunes, les problèmes. Alors, ils sont de nature très différente. Pendant très longtemps, j'ai travaillé surtout autour de la question de l'habitus, des dispositions. Alors, si on reprend la définition de l'habitus chez Bourdieu, système de disposition générale
est transférable, d'une certaine façon, tous les mots posent problème. Chaque mot peut être l'objet, d'une certaine façon, à la fois d'une enquête théorique et d'une enquête empirique, puisque la question c'est est-ce que ça fait système, ces dispositions ? Dans quelle mesure elles sont liées les unes aux autres ? Dans quelle mesure elles arrivent à former ce qu'il appelait une formule génératrice des pratiques, comme s'il y avait une seule clé de conduite des individus ou des groupes, comme une sorte de style qui emporterait l'ensemble des conduites, l'ensemble des comportements alimentaires, vestimentaires, culturels, politiques, etc. Ou est-ce qu'il ne faut pas casser ça et voir que les individus sont porteurs de dispositions hétérogènes, parfois contradictoires? C'est le cas des transfuges de classe. Bourdieu l'admettait. Les gens qui passent d'une classe à l'autre dans leur vie, absolument, ils sont contradictoires. Ils ne le savaient que trop, d'une certaine façon. Bon, malheureusement, il ne l'a pas suffisamment théorisé. Il en a fait des cas particuliers, trop particuliers, alors que les transfuges de classe, il y en a partout. On pourrait faire l'analyse du champ scientifique en sociologie, en anthropologie, en histoire. C'est rempli de transfuges de classe. Parce que c'est des lieux où des gens, par déplacement social, ça les a amenés à se poser des questions sur le monde social. Donc on les retrouve beaucoup dans les univers où on se pose des questions sur le monde social. Donc ce qu'on peut dire de Bourdieu, c'est qu'il a peut-être embrassé trop, théorisé trop vite sur des univers qui étaient complètement hétérogènes. Alors ça, c'est un défaut, je pense, de philosophe. Enfin, lui-même pourrait le reconnaître. Il était d'origine philosophique, d'ailleurs. Je pense que cet abus de généralisation, c'est lié souvent à ces dispositions philosophiques-là. Bon, en même temps, pour sa génération, il a fait des efforts considérables par rapport à des philosophes qui se sont donné des facilités. Il s'est plutôt donné des contraintes. Mener des enquêtes dans les années 50-60, c'était considérable comme frein à la réflexion. D'une certaine façon, c'est ça les sciences humaines et sociales. C'est contraindre les gens à freiner la réflexion. On peut disserter pendant des heures, mais par contre, arriver à essayer d'élaborer des enquêtes pour apporter un début de preuve de quelque chose qu'on avance théoriquement, ça, c'est beaucoup plus lent. Ouais. Et c'est ce qu'il a fait, avec toute son école, avec des enquêtes qui duraient des années, absolument. Et avec des collections de réponses dans différents univers sociaux qui restent aujourd'hui absolument incroyables. Quand on relit La misère du monde, on ne peut qu'être stupéfait par le travail de Bourdieu. Mais quand on dit Bourdieu, est-ce qu'on dit vraiment Bourdieu ? Ou est-ce qu'on dit toute une collectivité qui a travaillé avec Bourdieu ? De toute façon, c'est toute une collectivité. Et moi, je dis souvent, y compris aux étudiants, quand vous lisez un texte de la revue Actes de la recherche en sciences sociales, ne vous dites pas c'est un texte bourdieusien ou ceci ou cela. Dites-vous, c'est l'application à un moment donné d'un certain nombre de concepts théoriques à des fins très particulières, et à chaque fois, il y a des modifications, il y a des transformations. Alors, Bourdieu est parfois utilisé de manière orthodoxe par certains auteurs, c'est pas forcément de sa faute. Bon. Non, il n'y est pour rien. Voilà. Donc, Vous voulez dire qu'on a eu... Certains sociologues ont tendance à rendre la pensée de Pierre Bourdieu comme une espèce de pensée religieuse qu'il faudrait répéter à l'infini, et dont il faudrait continuer à déplier les concepts, alors que le monde, depuis 10 ans, c'est terriblement transformé. Est-ce que les concepts de Bourdieu, que vous avez cités tout à l'heure, le concept d'habitus, de champ, de domination, de capital, etc., sont-ils aussi opératoires aujourd'hui ? Je dirais que les questions qu'il pose à travers ces concepts sont tout aussi pertinentes aujourd'hui. Les questions. Donc c'est la manière de les questionner, c'est la manière de les utiliser qui pose problème. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Il faut retenir non pas les mots que emploie Bourdieu, mais les intentions qu'il a derrière quand il utilise ces concepts. Pourquoi il dit habitus ? Il dit habitus à un moment donné parce qu'il a besoin de désigner cette matrice que nous avons incorporée. Nous avons, Freud va parler de traces mnésiques. Bon, on est obligé de se dire, le monde social produit des effets chez les individus et il en reste des choses. Voilà. C'est ça l'idée de traces mnésiques, c'est ça l'idée de disposition d'habitus. Il en reste des choses. C'est-à-dire qu'après, même si la situation s'arrête, d'apprentissage, etc., je continue à apporter des choses qui me font agir d'une certaine façon. Bon. C'est ça les effets du monde social. Alors une fois qu'on a dit ça,
on peut appeler ça habitus comme Bourdieu, ou parler de patrimoine individuel de disposition, comme je dis, en étant très prudent sur l'aspect systématique des dispositions, en étant très prudent sur le côté généralisable des dispositions ou transférable des dispositions. Je pense que les dispositions ne sont pas transférables quel que soit le contexte, qu'elles peuvent varier, qu'il y a des dispositions qui sont faibles et d'autres qui sont fortes. Ça dépend du temps de socialisation, de l'intensité de la socialisation. C'est pas la même chose d'avoir été socialisé à la religion catholique 3 heures par semaine ou toute la journée et pendant l'ensemble de la semaine et tout le mois, etc., comme des générations antérieures. Bon. Donc au fond, Bernard Lahire, vous êtes un continuateur de Bourdieu tout en affinant ses concepts. Absolument, mais c'est ce que j'appelle la cumulativité critique. C'est-à-dire qu'on doit prendre et en même temps tout critiquer. Il y a un exemple, j'ai trouvé assez récemment, parce qu'il se trouve que j'ai pu publier un inédit de Norbert Elias sur Freud. Et à la fin de sa vie, enfin, Norbert Elias fait un texte sur Freud pour expliquer pourquoi il est à la fois fasciné par l'œuvre de Freud et en même temps d'accord à peu près sur rien. Comme vous avec Bourdieu. Et ben voilà. Alors, j'ai trouvé ça formidable. Je me suis dit, ben voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, il passe son temps à trouver admirable ce que fait Freud. Il n'y a pas plus freudien que Elias, d'une certaine façon. Et en même temps, mais il ne le lâche pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un point où il n'a pas quelque chose à redire à Freud. Et je pense que c'est comme ça qu'on avance. C'est à la fois en prenant les acquis les plus avancés d'une recherche scientifique et en secouant ces acquis, en les faisant bouger. Ça amène parfois à changer de concept, effectivement. Si on veut rester dans l'esprit scientifique d'un auteur, souvent, il faut changer de concept pour pouvoir progresser. Alors, ce qu'il y a de curieux et d'étrange dans le parcours de Pierre Bourdieu, c'est comme vous l'avez fait remarquer, c'est un transfuge social. Il était originaire du Béarn. C'est grâce à ses études qu'il a pu franchir une classe sociale supérieure en rentrant à Normal Sup et ensuite avoir la carrière qu'on lui connaît. Il a écrit beaucoup de livres critiques justement sur ces classes sociales dites supérieures. Et vous faites remarquer dans votre livre qu'il est devenu professeur au Collège de France en 81 et le seul dans cette discipline de la sociologie jusqu'à aujourd'hui en 2012, qu'il a été médaille d'or du CNRS en 1993 et que bref, lui qui a tellement critiqué l'homo academicus en est devenu aussi le symbole. Oui, enfin, moi, ça ne me gêne pas. J'analysais juste sa position pour dire qu'effectivement, dans cette position-là, c'est extrêmement difficile de recevoir les critiques, d'une certaine façon. Parce que les gens se plaignaient que Bourdieu ne réponde pas aux critiques. Bon. Moi, je pense que si on occupe cette position-là, il y a peu de chances qu'on les entende, les critiques. Donc, ce qu'on peut souhaiter à Parce qu'on est inatteignable, on est protégé. Absolument. Et son problème, si on applique la sociologie de Bourdieu à son propre cas, on peut se dire que son problème à l'époque, il n'était pas de débattre avec des sociologues français. Une fois qu'il est rentré au Collège de France, il a eu des ambitions plus publiques, plus politiques, parce que l'essentiel de sa carrière, il avait gagné, on va dire, pour aller vite dans le champ sociologique français. Il avait été en lutte avec des différents sociologues. On pense à Alain Touraine, on pense à Raymond Boudon, etc. Bon. Une fois qu'il est rentré au Collège de France, je dirais que l'essentiel était fait pour lui et que son débat, il était plus sur le plan mondial ou européen. Est-ce que je suis plus connu qu'à Habermas ou est-ce que je suis connu aux États-Unis, etc. Et on va voir tout un mouvement de diffusion de sa pensée à l'extérieur. Ce qui explique qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, il est étudié aux États-Unis, au Brésil, partout dans le monde. Partout dans le monde, oui, absolument. Et traduit dans toutes les langues. Oui, oui, oui. Alors, puisque vous parlez de cette position de Pierre Bourdieu à la fin de sa vie, où effectivement il était devenu l'icône, et il le demeure toujours, de la sociologie, avec un grand S, il faut parler de ces deux derniers ouvrages, Contre-feu 1 et Contre-feu 2, où là, au moment des grandes grèves de 95, là aussi, il y a eu un basculement de Pierre Bourdieu. Lui qui a passé sa vie à essayer de dire que la sociologie, c'était de pas prendre position, mais c'était d'observer, tout d'un coup, s'est pris quand même pour un porte-parole et un porte-voix de tous les sans-voix et a basculé de l'autre côté. Oui. Alors,
c'est une affaire très très compliquée, si vous voulez. Moi, mon point de vue, c'est que d'abord, quand j'ai vu Pierre Bourdieu intervenir dans l'espace public, j'en étais personnellement ravi, parce que je pense qu'il apportait une parole très importante et que, au fond, les sociologues souvent font des choses extraordinaires. Ils montrent des choses à l'œuvre dans le monde social, mais ils le diffusent pas. Ils n'aident pas finalement les acteurs sociaux à se libérer d'un certain nombre notamment dès lors qu'il y a domination, dès lors qu'il y a oppression, etc. Je pense que les sociologues peuvent être tout à fait utiles aux gens. Donc c'était tout à fait intéressant de le voir intervenir dans l'espace public. La question, elle est plutôt de savoir au nom de quoi on intervient dans l'espace public. Et là, je pense que je suis assez en désaccord avec des collègues qui pensent que Bourdieu continuait à faire de la sociologie dans ce moment-là. Je pense qu'il l'a fait avec sa sociologie, mais si on veut être sociologue jusqu'au bout, à chaque fois qu'on prend la parole, il faut faire des enquêtes. Or, il ne pouvait pas. On lui a beaucoup reproché, quand il a travaillé dans le petit livre sur la télévision, de dire des choses un peu rapides. Effectivement, c'est plus de l'enquête. On est dans l'ordre du pamphlet, de la critique, un peu, qui est là pour faire bouger des choses. Elle a des buts pratiques. Et je pense que on peut pas mélanger la science et la politique. Moi, je suis absolument d'accord avec un certain nombre d'analyses de Bourdieu qui sont d'ordre politique, mais je ne dirais pas que la sociologie a toujours à faire avec ça, quoi. Elle n'a pas toujours à faire avec ces questions-là. La question du passage d'une production scientifique à une production politique me paraît, en tout cas, sujet à débat. Voilà. En tout cas, c'est très compliqué, car quand on relit Contre-feu 1 et Contre-feu 2, aujourd'hui en 2012, on s'aperçoit que la pensée de Pierre Bourdieu est certes celle d'un grand intellectuel, mais d'un intellectuel engagé qui pense déjà la crise, qui pense déjà les problèmes de l'Europe bien longtemps avant. Il y a un côté prophétique, il y a un côté intellectuel engagé, comme on disait autrefois dans les années 50. Il y a un côté attaque de notre société qui est de plus en plus livrée au néolibéralisme. Et on est stupéfait, quand on le lit aujourd'hui en 2012, de voir qu'au fond, il a devancé toute la pensée, même si effectivement il est devenu une sorte de porte-voix d'un intellectuel qui a d'ailleurs songé à se présenter à la présidentielle. Alors ça j'ignorais. J'ignorais cet aspect-là. Je pense qu'effectivement... Certains l'ont pensé pour lui. Oui. Moi, je suis pas sûr qu'il serait allé au bout d'une telle entreprise. C'était un grand orateur politique. Oui. Bon, si vous voulez, le problème dans toutes ces situations-là, c'est que je pense que l'engagement public de Bourdieu, si je regarde du point de vue scientifique des effets que ça produit, parfois ça produit des effets négatifs. C'est ça le problème. Alors, comme j'essaye de préserver toujours l'aspect scientifique de nos productions, c'est très délicat parce que le passage, encore une fois, de l'un à l'autre est pas simple. À partir du moment où les gens sont très engagés politiquement, ils peuvent avoir tendance à penser qu'ils ont raison scientifiquement parce qu'ils ont raison politiquement, et ça court-circuite beaucoup leur raisonnement sociologique. Donc, si vous voulez, pendant 30 ans, Bourdieu... même si on peut dire qu'il y avait un aspect engagé à son travail, qu'il a toujours travaillé sur des questions qui étaient liées à des questions urgentes, fortes de son temps. Ça, alors là, depuis le début de son travail, il ne va pas prendre n'importe quel objet. Bon. Donc c'est un chercheur qui est concerné, qui est socialement, politiquement concerné. Mais il a mis à distance. Il a suffisamment critiqué Alain Touraine, par exemple, pour son engagement. Il disait toujours, pendant longtemps, il n'a pas signé de pétition. Pendant longtemps, il n'a pas voulu se prononcer publiquement, etc. Il disait, les gens passent leur temps à raconter des choses, ils n'ont pas fait les enquêtes. Il faut être sérieux. Donc, il a eu un ascétisme scientifique pendant plus de 30 ans. Et puis après, on est passé à une phase que je peux tout à fait comprendre biographiquement, où, ayant conquis l'espace scientifique, il est passé à autre chose. Et je pense que il a voulu que sa sociologie serve à quelque chose dans l'espace public. Bon, c'est tout à fait compréhensible. Mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant, parce que les effets en retour sur la production scientifique peuvent être négatifs. On peut perdre du calme et de la tranquillité dans l'espace scientifique,
si on est convaincu politiquement d'un certain nombre de choses. Je pense que quand il écrivait dans Leçon sur la leçon, il faut rompre avec toute adhésion, toute adhérence avec le monde social, ça voulait dire concrètement que, à gauche comme à droite, évidemment que le sociologue est toujours plus associé à la gauche qu'à la droite, la plupart du temps, en parlant de domination, en parlant de toutes ces questions d'inégalité sociale, d'accès à la culture, à l'école, c'était évidemment des thèmes qui étaient à gauche, mais même à gauche, est-ce que c'est pas un frein si je commence à avoir des adhésions politiques dans des partis, etc. Et sans doute, il y a des choses que je ne pourrais plus dire, que je ne pourrais plus voir, que je n'aurais plus intérêt à voir, etc. Et donc, c'est ça qui est très compliqué. Voilà. Bon, je pense que c'est en tout cas quelque chose qu'il faut réfléchir et ne pas... la pente peut être tout à fait rapide et naturelle vers, encore une fois, l'idée que si on a raison politiquement, on a raison scientifiquement. Ça, c'est ce qu'il y a de pire dans les sciences sociales, à mon avis. C'est l'heure de nous quitter, Bernard Lahire. Moi, je dois beaucoup à Pierre Bourdieu. J'ai eu la chance de pouvoir le lire très jeune, de pouvoir suivre ses séminaires, de pouvoir lire ses livres, de pouvoir le rencontrer, l'interviewer. Je crois que vous aussi, oui. Et toute une génération lui doit beaucoup, mais l'avenir de la sociologie sans Pierre Bourdieu, qu'est-il? Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore l'œuvre de Pierre Bourdieu, que faut-il lire au début? Par quoi commencer? Moi, je pense que pour des étudiants, lire les textes qui étaient au départ des communications orales est une très bonne chose. Je pense que j'ai dû moi-même commencer dans les années 80 à lire Questions de sociologie, qu'on lise Questions de sociologie, Choses dites, etc. C'est des bonnes introductions, puisque souvent les journalistes ou les collègues qui posent des questions à Bourdieu lui font repréciser les contextes dans lesquels il a analysé les choses, etc. Donc c'est une manière de découvrir un Bourdieu peut-être un peu moins complexe, mais moi je pense que aussi il faut affronter, je sais que les étudiants ont beaucoup de mal aujourd'hui à lire La reproduction de Bourdieu et Passeron, qui est un texte très très ardu. Bon, c'est très difficile à lire, et en même temps, bon, c'est pas plus dur que beaucoup de philosophes quand même qu'on est obligé de lire en terminale, quoi. Donc bon, je dirais il faut lire Bourdieu, lire plutôt Bourdieu que les commentateurs de Bourdieu, alors y compris moi. Hein, moi, je préfère qu'on me lise quand je fais des recherches empiriques et que je publie sur Kafka ou sur la culture des individus que dans les commentaires que j'ai eu à faire de Bourdieu. C'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ce que l'on fait de Bourdieu. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et on pourrait dire de Bourdieu ce que Bouvresse a dit de Wittgenstein. Et Bouvresse dit, il est toujours un peu plus subtil que les autres sur plein de questions. Voilà. Et il demande beaucoup d'heures de travail, beaucoup de soins d'argumentation, de contre-argumentation. Je pense que la meilleure des choses qu'on ait à faire aujourd'hui, c'est à lire Bourdieu et à le lire avec un œil critique pour se dire que peut-être on arrivera à faire quelque chose un peu au-delà de ce qu'il a produit lui-même. Et on peut lire aussi le dernier séminaire, celui que Pierre Bourdieu a donné au Collège de France sur l'État, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Bernard Lahire. Merci à vous.